Génération Champion, avec Carugati Automobile à Plan-les-Ouates. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Génération Champion. Génération Champion, vous avez pris l'habitude certainement, c'est l'occasion de voir un champion actuel ou ancien avec à ses côtés un jeune talent prometteur, avec à côté de cela quelques invités prestigieux. Aujourd'hui, vous le voyez sur ces images, nous sommes à Palexpo à l'occasion du salon de l'auto. Nous allons bien évidemment parler automobile, de rallye plus précisément. Alors vous allez le voir. Une pléiade de champions, c'est le moins que l'on puisse dire. On commence tout de suite par présenter à tout seigneur, tout honneur Sébastien Loeb. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, d'accorder un petit moment de votre temps ici. Vous êtes extrêmement courtisé, on peut le comprendre à l'occasion de ce salon. À vos côtés, votre copilote est néanmoins ami, enfin on espère en tout cas que c'est votre ami, Daniel Elena, monégasque, on va déjà le dire, né à Monaco. Vous avez 42 ans. Bonjour Daniel, merci d'être là. Vous êtes, on l'a dit, le copilote, le navigateur, c'est à peu près la même chose. Vous avez à votre actif, tout comme Sébastien, 9 titres de champion du monde, donc inutile de dire que l'on ne va pas forcément s'amuser à faire les présentations. Vous connaissez parfaitement bien en dehors des circuits et puis également, bien entendu, dans le cadre de votre travail. À vos côtés, à mes côtés plus précisément, Jonathan Hirschi, qui lui, j'allais dire, fait office, qui n'est pas forcément la bonne formule, fait office du jeune pilote qui commence. Jonathan Hirschi, vous avez 29 ans, vous êtes suisse, vous commencez votre carrière de rallyman. Cette année, vous allez courir notamment en championnat d'Europe. Vous avez déjà disputé 2 manches de ce championnat d'Europe, une en Autriche et l'autre en Lettonie, avec pas mal de succès. Et puis également la première manche du championnat du monde à Monte-Carlo. Vous avez dû certainement croiser un certain Sébastien Loeb et Daniel Elena, qui étaient eux aussi présents à titre tout à fait exceptionnel. Et puis à vos côtés, quelqu'un que l'on connaît bien, c'est Jean-Jacques Thuner. Jean-Jacques Thuner, ex-rallyman lui aussi dans les années 60. Vous avez couru sur Triumph, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. On va démarrer cette émission. Sébastien Loeb, lorsque l'on s'appelle précisément Sébastien Loeb, 9 titres de champion du monde, précisez que vous êtes alsacien, vous avez 41 ans et aujourd'hui l'actualité qui vous concerne, c'est la WTCC, entendez par là le championnat du monde de voitures de tourisme. Vous avez bifurqué 9 titres, c'est vrai que ça faisait beaucoup, il faut essayer maintenant d'en gratter un petit dans cette catégorie. Vous revenez d'Argentine, du reste vous êtes beaucoup plus bronzé que nous, on a l'air tous de grands malades à côté de vous. Vous avez une mine superbe. Lorsque l'on s'appelle Sébastien Loeb et qu'on déambule dans ce salon, vous êtes venu là pour la circonstance, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on est arrêté régulièrement tous les 2 mètres? Est-ce qu'on arrive à vivre un peu normalement? Bon, non, on arrive à vivre normalement. Après, dans un salon de l'auto, clairement, c'est un endroit où on retrouve beaucoup de passionnés d'auto. Donc forcément, on me reconnaît. Là, j'ai pas eu trop l'occasion de le voir pour l'instant parce que je suis arrivé directement sur le stand. Mais en dehors de ça, oui, c'est clair que dans des endroits, dans des manifestations autour de l'automobile, on me reconnaît. Après, dans la vie de tous les jours, ici en Suisse particulièrement, ça se passe de façon assez tranquille. Vous êtes extrêmement discret, extrêmement disponible, je m'empresse de le préciser. Vous êtes vraiment quelqu'un d'extrêmement modeste. Est-ce que justement ce côté-là, ce côté presse, ce côté média, ce côté télé, ça vous... Allez, j'ai envie de dire, ça vous amuse, ça vous casse un petit peu les pieds, on en fait trop? Non, ça va. Non, justement, j'en fais pas trop. C'est clair que je cours pas après, donc je passe pas mes semaines à Paris pour courir sur les plateaux télé parce que c'est pas ma passion. Et voilà. Après, je réponds à certaines demandes. Je fais ce que je suis censé faire parce que c'est aussi mon rôle de pilote et d'ambassadeur Citroën qui me le demande. Mais effectivement, c'est pas désagréable non plus. Mais c'est pas. Vous cultivez pas forcément non, ça. Voilà. Daniel Elena, on va évidemment s'intéresser aussi à vous, 9 titres de champion du monde aux côtés de Sébastien. Le fait d'être quand même un tout petit peu, pardonnez-moi, mais un peu dans l'ombre de Sébastien, mais je pense que vous avez l'habitude un peu de cette question extrêmement bateau, et pourtant on parle automobile, d'être dans l'ombre de Sébastien, comment est-ce que vous vivez ça au quotidien? Vous, justement, est-ce qu'au salon de l'auto, vous avez des gens on vous saute dessus, on vous reconnaît? Il tient plus dans l'ombre. Il est dans l'ombre, Il rentre plus dans mon ombre. Daniel. Non, en fait, quand je suis avec Sébastien, c'est pas mal parce qu'il doit avoir un parfum spécial. Il y a tout le monde qui court vers lui. Et en fait, moi, ça me crée une allée pour pouvoir me déplacer tranquillement. Mais après, d'être dans l'ombre de Seb, c'est pas grave.
Parce qu'en fait, c'est une amitié aussi et toute notre carrière, on l'a faite ensemble. Et c'est surtout ça que je retiens, qu'on n'a pas fait ça pour le prestige ou pour la gloire, on a fait ça par la passion. Et des titres sont tombés comme ça. Bon, on a été les chercher quand même. De 2004 à 2012, on peut le préciser, année exceptionnelle, c'était en 2008. Jonathan Hirschi, d'être sur le même plateau qu'un certain Sébastien Loeb, Daniel Elena, c'est un moment, un grand moment. Vous aviez déjà eu l'occasion de les côtoyer, peut-être au Monte-Carlo, où on ne fait pas le même sport. C'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de le voir de plus ou moins près ou de loin, comme spectateur dans certains rallyes et aussi dans le paddock, parce que c'est vrai qu'il a fait aussi pas mal de circuits ces dernières années avant de terminer le rallye. Et puis j'étais dans des séances d'essai plus ou moins officielles en même temps que lui, pas forcément en même temps sur la piste, mais voilà, j'ai toujours vu de près ou un petit peu moins près, mais jamais eu autant près que ça. Voilà. Jean-Jacques Thuner, d'être également sur le même plateau comme ça, lorsqu'on suit le rallye depuis 40 ans, 50 ans, quel effet d'être avec le plus grand pilote automobile de tous les temps? Je suis extrêmement admiratif. J'ai suivi le premier Monte-Carlo qu'a fait Sébastien Loeb chez Citroën et j'ai vu ça, c'est un jeune homme qui va monter et faire quelque chose de sérieux. Oui, il ne s'est pas beaucoup trompé, c'est vrai qu'il est bien monté, Sébastien. On va peut-être parler des débuts un petit peu de chacun. Racontez-nous un peu, Sébastien, comment est-ce que cette passion automobile... Alors à noter que vous avez tous commencé plus ou moins par le circuit, par la piste, Moi, le non. karting. Moi non, ok, j'ai bien préparé l'émission, merci. On y va? Vous avez Ouais, on y commencé va. par Donc, quoi? moi, j'ai commencé par, je dirais que par avoir la passion déjà. Après, pour débuter, c'était compliqué. Dans ma famille, personne ne s'intéressait au sport auto et en ce qui me concerne, j'avais pas non plus les moyens de m'acheter une voiture de course. Et j'ai vu à cette époque-là qu'il y avait une opération qui s'appelait Rallye Jeune en France, où on pouvait s'inscrire pour l'équivalent de 15 euros en fait, et on faisait des parcours de sélection. Ça se faisait dans toute la France, dans différentes régions. Le meilleur de chaque région se qualifiait pour une finale nationale. Donc j'avais fait cette qualif. Le gagnant gagnait une saison en rallye. Donc pour moi c'était la seule solution pour gagner, pour avoir l'occasion de faire du rallye, et donc je suis parti comme ça. J'ai dominé la première sélection, mais à la fin, je m'étais fait avoir un petit peu et finalement, j'ai pas gagné. Je l'ai refait une deuxième année, j'ai de nouveau dominé, mais là, je fais une faute à la fin. Et finalement, il y a un privé qui s'appelle Dominique Heinz, avec qui je suis associé aujourd'hui, qui lui m'a permis de débuter, parce qu'il s'est dit, si 2 années de suite, je suis devant 15 000 participants, c'est pas un hasard. Et puis il a décidé de me soutenir, et puis c'est parti comme ça en fait. Daniel Elena, vos débuts, est-ce que copilote, c'est quoi? C'est une vocation, c'est une obligation? On était, allez, je vais être un peu méchant, pas assez bon pour piloter soi-même. Comment c'est ça, C'est ça, ouais. Sébastien? Non, on va dire surtout, moi je viens de Monaco, donc rallye de Monte-Carlo, je suis né au milieu de la capitale du sport automobile, entre la Formule 1 et le rallye. Donc passionné depuis tout petit, à l'âge de 5 ans, j'allais déjà voir le rallye de Monte-Carlo avec mon frère en haut du col du Turini, donc la passion est venue comme ça. Pourquoi copilote? Parce que aussi, à nos débuts, pas beaucoup de moyens financiers, j'ai essayé d'en faire un petit peu, et j'ai vu que donc oui, j'étais mauvais pilote. Et il y avait un autre jeune là qui poussait, donc voilà. Mais vous avez piloté également, hein. J'ai vu que vous Ouais, je avez pilote fait de temps en temps. Ouais. Vous pilotez Moi, de j'essaye temps de en rester temps. sur la route, il va dire. Oui. Jonathan, comment est-ce que la passion est venue? Je dirais que c'est plutôt une passion familiale. C'est que mon père a fait quand même un petit peu de sport auto en Suisse. Il a fait beaucoup de courses de côte. Et puis c'est venu, au début je faisais énormément de hockey à haut niveau. Et puis après j'ai eu un accident, c'est que j'étais contraint de pas poursuivre ma carrière. C'est ce qui m'a donné entre guillemets la chance de pouvoir, de faire un petit peu de karting, où c'est que j'étais vraiment très mauvais, on peut le dire. Et puis après vraiment passionné aussi de l'automobile pure. Mon père il m'a dit pourquoi pas acheter une petite monoplace pour faire un petit peu quelques courses comme ça et avoir une belle auto au garage. Et puis c'est comme ça qu'elle est venue. Je faisais aussi en parallèle un apprentissage de mécanicien auto. Et puis c'est comme ça que ça s'est construit petit à petit. Jean-Jacques Thuner, tout était compliqué en 1960. Comment est-ce qu'on partait dans l'automobile? À l'époque, en Suisse, il y avait 2 sports. Il y avait la lutte à la culotte et puis les courses de côte. Alors, comme tout pilote amateur, j'ai commencé par m'acheter une voiture très modeste d'occasion. J'ai fait quelques courses de côte. D'abord, on a dit non, Tétan, c'est pas possible, on peut pas les prendre en considération. Puis à la 3e montée, on m'a quand même dit non, c'est correct. Et puis de fil en aiguille, j'ai pu progresser et finir pilote d'usine.
Sébastien Loeb, on a l'impression que 9 titres de champion du monde, on peut difficilement faire mieux. Est-ce que quand même, là au milieu, est-ce qu'il y a aujourd'hui des regrets, des choses qui vous manquent? Pour vous, le palmarès, il est complet, il y avait encore mieux à faire? Toujours Il y a mieux, toujours il y a mieux à toujours faire. mieux à faire, mais non, moi aujourd'hui, j'ai pas de regrets. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir en rallye. On a fait ensemble 12 ou 13 années de rallye, 10 ans en mondial, 14 années, ouais, 15. Le temps passe, hein, On c'est a vrai que commencé en ça nous 98, rajeunit mais pas. je pense qu'il ne s'est pas compté. Ouais, bon, bref. C'était moi le comptable. Ouais, donc en tout cas 10 saisons complètes en mondial, dont 9 titres. Voilà, moi c'est en ce qui me concerne, comme tout pilote, il y a un jour on se dit il va bien falloir tourner la page, passer à autre chose. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu arrêter? Parce que c'est vrai que pour le même prix, on aurait pu se dire, allez, un petit 10e titre, mais c'est vrai Ouais, qu'après, mais on bon, s'arrête 9 plus. ou 10, je compte pas. À la rigueur, c'est pas la priorité. J'avais surtout envie d'arrêter le rallye un jour, mais au sommet aussi de préférence, et de pouvoir faire autre chose derrière, parce que je me voyais pas rester chez moi à ne plus rien faire, et j'ai toujours la passion du sport auto. J'aime ça, et quelque part, à un moment donné, on pèse le pour et le contre, les risques, est-ce qu'il y a encore quelque chose à prouver, etc. Et puis l'attrait d'une nouvelle discipline, en se disant tiens, le circuit aujourd'hui ça me plaît, je m'amuse. C'est vrai que c'est pas comme le rallye, les sensations sont pas les mêmes, mais c'est différent et ça fait de nouveaux enjeux, de nouveaux objectifs. J'avais envie de ça, donc c'est pour ça qu'il fallait pas non plus attendre d'avoir 50 ans pour aller dans un nouveau challenge, et donc je pense que c'était le moment. À 50 ans, qu'est-ce que vous allez faire? Je retourne en On le sait rallye. déjà, il y a une reconversion pour retourner en rallye, ouais, exactement. Non, j'en sais rien. Non, j'ai pas de plan en fait. Moi, je fais comme je le sens. Et là, j'avais envie de faire autre chose, je l'ai fait. Peut-être un jour, j'aurai envie de faire le Dakar, peut-être pas. On verra bien. Daniel Elena, que devenez-vous du même coup? Parce que vous avez perdu pratiquement un ami, un employé. Non, je ne l'ai pas perdu parce que l'ami, non, parce qu'on habite tout proche l'un de l'autre. Ensuite, je me déplace assez souvent aussi sur les courses de WTCC. Donc voilà, je suis resté un petit peu dans la famille Citroën. Et bon, comme on a vu là, en début d'année, il a voulu faire une course. En fait, ils m'ont pas laissé le choix, donc ils m'ont remis direct dans la voiture. Donc j'ai dû me remettre au régime parce que je croyais qu'il voulait arrêter parce que j'avais pris trop de poids, quoi. Jonathan Hirschi, peut-être nous raconter un petit peu comment est-ce qu'on arrive à manager. Vous êtes pilote professionnel. Comment est-ce qu'on arrive à gérer le fait d'être pilote professionnel en Suisse? Ça reste compliqué. Vous m'avez dit justement, on parle de copilote. Vous avez un copilote qui est français. Et vous m'avez dit qu'en Suisse, il n'y avait pas de copilote valable, capable. C'est juste? Non, après, c'est clair que professionnel, pas à 100%. C'est que l'été, c'est vrai que je me dédie 100% au sport auto. L'hiver, je travaille un petit peu dans l'entreprise familiale. Voilà, parce qu'il faut aussi garder un pied dans la vie entre guillemets actuelle, en fait, de tous les jours. Et puis voilà. Après, pour revenir au navigateur, c'est vrai que j'ai la chance de connaître Nicolas Klinger, qui fait partie des meilleurs navigateurs de langue française. C'est clair, on compte pas, sans compter les pilotes d'usine. Voilà. Après, il m'a fait connaître justement mon navigateur, et c'est ça qui m'a permis justement, c'est qu'on fait un parfait binôme. Lui, il s'occupe de tout ce qui est du team, de tout ce qui est préparation avant le rallye, et c'est ça qui m'aide énormément. Parlez-nous un petit peu, on a beaucoup parlé de navigateur, peut-être rappeler, parce que pas tout le monde sait exactement le rôle qu'a le navigateur. Sébastien, peut-être parlez-nous un petit peu de votre navigateur. On a un peu l'impression que c'est une pièce rapportée, mais c'est quelqu'un d'extrêmement important. C'est quelqu'un, finalement, votre vie et la sienne par la même occasion est raccrochée. La moindre erreur peut être fatale, on peut le dire. Oui, tout à fait. Après, je dirais que le rôle du navigateur, contrairement à ce que certains pensent, mais c'est de retranscrire les notes qu'on a pris en reconnaissance. En reconnaissance, en gros, en rallye, on a droit à 2 passages de reconnaissance, en championnat du monde en tout cas, où donc les portions qui seront chronométrées, on y passe dans la semaine qui précède, on est limité à 2 passages, où moi je lui dicte ma description de la route. Lui, il écrit tout ça mot à mot. Et ensuite, on y repasse une deuxième fois, on peaufine. Et à partir de là, le jour de la course, c'est au navigateur d'annoncer ses notes dans le bon timing. On a une confiance aveugle. On est obligé d'écouter. C'est notre mémoire, et on a une confiance mutuelle, tous les deux. Et puis voilà, donc la moindre erreur du navigateur ou du pilote
peut coûter cher. Donc voilà, et en dehors de ça, le rôle du navigateur en général sur le rallye est de gérer tout le timing et la coordination. Daniel Elena, quelle est l'ambiance dans la voiture? Est-ce que par moment il y a des coups de gueule? Comment est-ce que ça se passe? Racontez-nous, allez, une petite anecdote comme ça au passage. Est-ce que ça se passe tout le temps bien? Est-ce que de temps en temps on se quitte, on sort de la voiture, on se parle plus pendant 3 jours? Quel est le climat? Non, on va dire que ça a été notre force à tous les deux. C'est que, bon, oui, des coups de gueule, il y a eu, comme dans tout couple. Mais en fait, on dit nos trucs et 5 minutes après, c'est oublié. On prend le positif des deux côtés et on avance. Ça a été vraiment notre grosse force, la complémentarité. Et voilà, non, des vrais coups de gueule, il n'y en a vraiment jamais eu. Sauf une fois, bon, tout le monde nous a vus au Japon. Je fais une erreur de note. Je lui dis 130 plus au lieu de 130 moins. On est sorti de la route, on était en train de jouer le titre, donc c'était pas évident. On s'est battu pour remettre la voiture sur la route, on n'a pas réussi. Il est sorti après 15 minutes qu'on a bataillé. Et là, je le voyais, il bougonnait. Et je lui ai dit, mais attends, il y a un truc positif dans l'histoire. Il fait quoi encore? C'est la preuve que tu m'écoutes. Ouais. Et là, il m'a dit, qu'est-ce que t'es con? On a rigolé tous les deux, c'était fini. Jonathan Hirschi, racontez-nous un tout petit peu l'ambiance justement avec. Est-ce que c'est nécessaire d'être ami peut-être en dehors également des circuits avec le copilote, avec son navigateur? C'est un tout. C'est vrai que de bien s'entendre, c'est pas une obligation, mais après c'est vrai que c'est toujours plus simple dans la voiture parce qu'on passe énormément de temps ensemble. Comme disait très bien Sébastien, en reconnaissance, on passe quand même 2 jours complets dans une voiture où c'est que voilà, on prend les notes, on les restitue, donc c'est beaucoup de temps passé ensemble. Donc c'est vrai que si on est amis, ça simplifie beaucoup la vie. Et puis après, pour tout ce qui est dans la voiture de course, c'est vrai que plus on fait confiance l'un à l'autre, plus on est serein, voilà. Jean-Jacques Tuder, vous suivez évidemment le rallye, on l'a dit, depuis de nombreuses années. Pour vous, qu'est-ce qui a surtout changé? Alors les voitures, bien entendu, les voitures beaucoup plus performantes, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait à l'époque. Est-ce que peut-être aussi en termes de sécurité, le nombre d'étapes, qu'est-ce qui a beaucoup changé? Ça a complètement changé. Heureusement que les voitures ont évolué. J'ai la chance et presque l'honneur d'avoir été à l'origine de certaines de ces améliorations. Nous, on courait sans ceinture de sécurité. On n'avait pas encore de circuit à double, circuit de frein double, par exemple. On a participé à l'évolution des pneus à clous. On a les premiers pneus à clous qui étaient fabriqués par un artisan de Cluse étaient vissés à travers le pneu, ce qui fait que dès qu'on avait 153 mètres de sec, la chambre à air fondait à l'intérieur du pneu. Après, on est parti sur des pneus suédois à Capellica. On en avait 650 sur chaque gomme. On faisait à peu près les mêmes temps dans les spéciales comme Saint-Jean-Royan qu'on était à la Coupe des Alpes. C'était assez marrant. Ce qui a énormément changé, bien sûr, c'est la distance. En rallye d'Angleterre, c'est 3200 km, pratiquement non-stop, sans une nuit de repos, avec 57 spéciales. J'ai fait le rallye du Canada, on partait de Vancouver, on arrivait à Montréal, ça fait 6400 bornes. On changeait un fuseau horaire par jour. C'est pire qu'en Paris-Dakar, hein, Sébastien. Ça vous parle, ça, ce que Jean-Jacques Tuner dit? Comme dit, c'est presque une autre discipline. Aujourd'hui, nos rallyes, c'est des rallyes sprint. On fait un rallye fait 1500 km peut-être, mais dont 350 qui sont chronométrés. Par contre, on se bat à la seconde, quoi. C'est vraiment une course au chrono permanente. On essaye d'être à la limite de partout et donc voilà, c'est une discipline différente. Avant, c'était peut-être plus un rallye endurance où il fallait aller au bout, il fallait ménager peut-être un peu la mécanique. Nous, on a des voitures qui sont en fait pour être à 100% de partout et il faut qu'on l'exploite jusqu'au bout, quoi. Le danger RL, c'est vrai que c'est ce qui saute aux yeux. Ça reste quand même un sport. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? On a l'impression que vous êtes tout à fait intact, contrairement à certains pilotes de Formule 1. On avait l'occasion de recevoir Alain Prost sur ce plateau. Il a des multiples fractures. Enfin, il est à moitié cassé. Jacques Lafitte aussi, on n'en parle pas. 140 fractures. Vous en êtes où aujourd'hui? Non, moi ça va. J'ai une fracture, mais c'est de la moto. Donc, rien à voir. Voilà, mais
On n'est C'est pas un sorti paradoxe souvent, parce que non, c'est mais très dangereux. hein. Effectivement, la grande différence aussi par rapport à l'époque, c'est que nos voitures, elles sont, on va pas dire qu'elles sont faites pour faire des tonneaux, mais elles sont quand même sûr. conçues pour la sécurité. Il y a eu beaucoup d'évolutions. On a des systèmes HANS maintenant qui nous permettent d'attacher le casque aux épaules pour le coup du lapin. On a des mousses spéciales d'absorption dans les portes. Des arceaux prévus pour, avec des harnais, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de mesures de sécurité qui ont évolué dans le temps depuis quelques années. Jonathan Hirschi, un petit mot sur peut-être votre écurie, parce que vous avez monté une écurie, c'est courageux. Un mot sur cette structure? Exactement, c'était un petit peu un pari fou parce que voilà, en venant du circuit, ayant fait le tour du circuit, j'ai eu l'occasion de faire des belles connaissances en circuit et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir choisir entre guillemets mon personnel. Donc c'est vrai, un très bon mécanicien, un très bon ingénieur et c'est vrai que c'est une chance inouïe de pouvoir avoir sa petite structure. Après ça reste petit, voilà, mais au moins on choisit tout, c'est déjà une grande chance. Après c'est clair, ça génère énormément de travail. Qu'on le dépense en temps quand on s'occupe de ça, on le dépense pas en temps à préparer le rallye pour le pilotage. Donc ma foi, de toute façon, je me lance, je suis débutant, donc j'ai encore quelques belles années devant moi. Donc voilà, tant de tout mettre dans l'ordre, il va se passer encore un petit peu de temps. Jean-Jacques Tuder, à l'époque, comment est-ce qu'on gérait On est obligé de parler d'argent, c'est quelque chose, c'est un sport évidemment qui coûte extrêmement cher. Est-ce qu'on trouvait des partenaires, on devait y mettre de sa poche? D'abord, à l'époque, le sponsoring était interdit, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'avoir de la pub sur les voitures. Ça, c'est le premier point. Alors, on s'arrangeait avec les copains, avec les parents, avec la famille, pour essayer de grignoter un peu de pognon, mais ça n'avait absolument pas la même hauteur de budget que maintenant. Moi, j'ai eu la chance, après d'être pilote d'usine, c'est très différent, c'est un conte de fées. Vous trouvez tout d'un coup avec une voiture nickel à chaque départ de rallye, avec des gants neufs, une combinaison nickel, et puis des mécanos, ça a changé un petit peu la donne. Il y a quand même une question que j'ai envie de vous poser, légèrement indiscrète. Vous n'êtes pas obligé de me dire ce que vous gagnez exactement, mais je pense que plusieurs personnes se posent la question, est-ce que Sébastien Loeb gagne plus d'argent que Daniel Elena? Oui, largement. Mais ça vient de quoi? Pourquoi? Parce qu'un copilote, quelque part, la performance vient à la base quand même du pilote. Je pense que tu ne peux pas dire le contraire. Daniel, vous trouvez ça normal, vous, par exemple? Enfin, on vous laisse pas beaucoup le choix, peut-être. Mais... c'est comme si on reparle de l'ombre. Mais bon, à la base, il y a la passion. Donc après, l'argent. Bon, mais la passion a ses limites. autre chose. Après, il faut quand même. mais le fait de se dire que Sébastien, à travail égal, salaire égal, il vous semble qu'il fait plus que vous? Déjà, il tourne le volant, moi je tourne des pages. Moi je transpire moins. C'est mieux de tourner un volant. Bon, voilà, après on va. Non, mais expliquez-nous, c'est de l'ordre de quoi? On va pas parler de chiffres, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça dépend, c'est plus des arrangements. Ça dépend un petit peu des équipages. C'est pas pareil pour tout le monde. Mais bon, à la base. Comme on disait, ça part d'une passion. Moi, j'ai vécu un petit peu la même chose. C'est qu'au début, on essaye de trouver de l'argent pour rouler, etc. Et le jour où on devient pilote d'usine, parce que les performances nous ont permis de se faire remarquer, et que Citroën me propose de faire le rallye du Var avec un salaire, avec une voiture d'usine, etc. C'est un petit peu l'aboutissement d'un rêve, quelque part. Et on se dit, tout ce qu'on a galéré à essayer de trouver les budgets pour pouvoir se payer une chambre d'hôtel, du jour au lendemain, ça change. Et c'est vrai qu'après, à haut niveau, on gagne bien notre vie tous les deux. Et puis, c'est juste un bonheur d'avoir pu vivre de sa passion, quoi. Jonathan Hirschi, un petit mot sur la suite de votre saison, parce qu'on arrive gentiment au terme de cette émission. Ça passe extrêmement vite. La suite, pour vous, elle s'articule comment? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment décidé parce que en fait, j'ai fait les deux premières manches du championnat d'Europe des rallyes et la première manche du championnat du monde des rallyes qui était le Monte Carlo. Après, on verra pour la fin de saison si je continue en WRC2, donc en championnat du monde ou en ERC. C'est pas encore défini. Le but, c'est quand même de se porter vers le WRC qui, à mon avis, est le mieux pour mon futur. Sébastien Loeb, on ne va pas mélanger tout le monde. Sébastien Loeb, un mot, peut-être un conseil, si vous en aviez qu'un à donner à Jonathan qui se lance dans... Ouais, je pense qu'il a raison dans le sens qu'aujourd'hui, si l'ambition c'est d'être un jour pilote d'usine, il vaut mieux aller peut-être vers le WRC que vers le RC parce que les constructeurs regardent plus ce qui s'y passe. Il y a sans doute moyen aussi de se faire remarquer en ERC,
Mais les constructeurs aujourd'hui mettent plus d'intérêt dans le WRC. Sébastien Loeb, un mot sur la suite. On a très rapidement parlé tout à l'heure de WTCC, première manche du championnat du monde il y a quelques jours en Argentine. Du reste, vous êtes deuxième du classement après la première manche. Vous avez gagné la deuxième manche. La suite, pour vous, elle s'articule comment ? Ouais, c'est vrai que là on a eu le premier meeting, donc il y a 2 courses par meeting. C'est effectivement, donc j'ai fait 3e à la première course, j'ai gagné la deuxième, donc c'est plutôt un bon début de saison. Des deuxièmes au championnat, pas très loin du premier. C'est qu'un meeting, il en reste 11, donc voilà, la suite c'est tout simplement ça, c'est de continuer ce championnat. La prochaine manche sera à Marrakech, et puis en parallèle, rien de prévu, quelques courses avec mon team aussi, parce que j'ai un team Sébastien Loeb Racing, donc qui me permet aussi de prendre un peu d'expérience en peloton. On n'a pas encore défini si on allait refaire un rallye ensemble ou pas. Je vais en faire un pour le plaisir en France, qui n'est pas un championnat de France d'ailleurs, un rallye national en France, juste pour le plaisir en famille. Et de temps en temps, vous changez Daniel contre votre femme, c'est ça, Ouais, de puis temps là, en temps, mais juste pour le rallye du Valais, il ne faut pas abuser. Voilà, tout Comment à ça fait. se passe quand on pilote à côté de sa femme ? Oui. C'est source de conflits ensuite à la maison, ça se passe bien ? Ça va dans l'ensemble, ça se passe bien. Et puis là, je vais même changer encore ma femme contre la belle-sœur. Donc, mais vous ne changez pas votre femme contre Daniel Hénin, si je peux me permettre. Hein ? euh, Surtout pas. Enfin, pas dans la vie privée, en tout cas. Non, on est non, d'accord. pas dans la vie privée. Non, on va s'en très passer. bien. Merci beaucoup. Merci, messieurs, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Jonathan Hirschi, merci beaucoup. Bonne Merci chance à pour vous. la suite. Bon retour chez vous. Jean-Jacques Thuner, merci beaucoup également. Et puis, bonne suite. Oui, Je peux juste rapidement, raconter très quelque rapidement. chose. Oui. Il y a une chose qui n'a pas changé de l'époque de Sébastien et de la mienne, c'est la profondeur des ravins au Turini. Oui, ça reste un sport, C'est on a sûr. dit, c'est pas le tennis de table comme on aime à le préciser. Merci beaucoup Sébastien, bonne chance pour votre championnat du monde et puis merci beaucoup également à Daniel Edena. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt pour un Génération Champion. Très belle journée à vous, à bientôt, ciao. Génération Champion avec Carugati Automobile à Plan-les-Ouates.